Mesdames, messieurs, toute la technique de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir M. Miwat, Alain Miwat, qui est administrateur judiciaire, qui va tenter de nous faire écouter pour comprendre ce qui se passe dans notre économie actuelle. Pourquoi aujourd'hui nous avons autant d'entreprises qui finalement arrivent malgré elles au cimetière des entreprises, donc au tribunal mixte de commerce. Monsieur Alain Miwat, bonsoir. Bonsoir Monsieur Grabdin, bonsoir à tous vos téléspectateurs, bonsoir à la technique et je vous remercie de me recevoir cet après-midi pour évoquer avec vous les sujets vis-à-vis qui ont fait nos conversations depuis de longues années. depuis de longues années, voilà. Sinon nos préoccupations. Monsieur Miwat, quand on regarde, si on fait un coup de rétroviseur dans les 20 dernières années, quand on regarde la situation actuelle, on a un pays qui a beaucoup d'argent, et aussi beaucoup de faillites. À votre avis, ça vient de quoi? Alors, beaucoup d'argent, beaucoup de faillites, ça veut dire, simplement dire, à mes yeux, ça veut dire que finalement les ressources dont nous disposons sont mal orientées, mal canalisées. Quand vous évoquez le problème de la ressource et des faillites, il y a un problème qui, depuis de longues années, me tracasse, que j'ai évoqué en plusieurs circonstances. On a même eu une manifestation, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à la Batelière, ça fait plusieurs années, oui. À laquelle beaucoup de personnes avaient participé. Et j'avais fait observer à cette époque que nos entreprises connaissent des taux de défaillance élevés parce qu'elles ont ce que j'appelle une faible intensité en capital. Elles n'ont pas de fonds propres. Et que la majeure partie des financements qu'elles obtiennent, c'est des financements à court terme. Plus élevés, plus chers, à très court terme. Donc elles sont fragiles financièrement. Donc ça veut dire que la ressource ne va pas où elle doit aller ou n'est pas mobilisée par les acteurs finalement qui ont le plus besoin de ces ressources-là. Nous prenons un exemple. Un entrepreneur, il a besoin d'une bétonnière. Très difficile pour lui de se faire financer la bétonnière. Un de ses salariés a besoin d'une voiture, dans la journée, il a la voiture. Absolument. C'est un constat que je fais avec vous aussi. Je regrette qu'il est plus facile d'obtenir un financement d'un objet de consommation que d'un outil professionnel. Ça, c'est un constat que je fais. Et effectivement, nous ne sommes pas les seuls à les faire. C'est même des maux de notre société. C'est probablement un phénomène qu'il va falloir s'employer à corriger dans les années qui viennent. Quand vous dites corriger, M. Miwat, je vais être un peu taquin. Lorsque nous voyons que la locomotive économique de la Martinique, ce sont nos collectivités. Principalement la CTM, qui est en panne sèche, elle fait comment pour monter le monde? Vous avez raison. Si vous n'avez pas d'essence dans le moteur, vous pouvez difficilement gravir les côtes. Bon, cela dit, je pense que les institutions comme le conseil régional en Guadeloupe, la CTM ici, sont quand même des institutions qui petit à petit essaient de maîtriser les outils qui sont mis à leur disposition. Par contre, je pense que leur fonctionnement est limité par l'environnement institutionnel, tout bêtement, et probablement aussi, je le dis avec liberté, probablement aussi parce que pour faire face aux impératifs économiques modernes, il leur faudrait des outils, des techniques et des techniciens dont ils ne disposent pas aujourd'hui. Et aussi une rapidité au paiement. Alors, vous parlez là, les procédures de paiement. C'est vrai que ces collectivités, en l'absence de ressources disponibles suffisantes et en l'absence d'outils de financement de l'économie adaptés, ont recours à ce que j'appelle des moyens expédients. C'est-à-dire qu'effectivement, elles retiennent des factures. Oui, elles ont une capacité de décaissement qui n'est pas satisfaisante pour notre économie, d'ailleurs qui contribue au dysfonctionnement qu'on observe et qui aussi permettent de constater des taux de défaillance élevés parmi les entreprises locales. Monsieur Miwat, vous avez été, nous pouvons dire, l'un des plus grands témoins au tribunal mixte de commerce. Un témoin. Oui, témoin de la situation. Non, je dis l'un des. Ouais. Vous avez vu arriver sur la table du procureur, sur la table du juge, sur la table du tribunal mixte de commerce, des entreprises avec de la créance publique. Oui. Et qui sont malheureusement en cessation de paiement. Donc,
liquider aucune chance. Oui, c'est une réalité, c'est un constat que je n'ai pas été seul à dresser. Je crois que beaucoup d'acteurs économiques ont constaté ces réalités, et aussi beaucoup de protestations ont été émises pour finalement faire corriger ce dysfonctionnement. Mais cette réalité est celle-là, c'est que les pouvoirs publics ont passé des fois plus de commandes qu'ils n'avaient les moyens de payer ou de financer. Alors pour des raisons diverses et variées qu'il ne m'appartient pas d'expliquer, mais il est vrai que les travaux qui ont été engagés l'ont été au-delà des ressources dont disposaient les collectivités pour les financer. Ce qui fait que finalement nos entreprises servent de banquiers aux collectivités. Ça a été ça, ça continue à l'être malgré, il faut le reconnaître, la volonté qui a été manifestée de faire en sorte que les errements du passé constatés sur ces questions aujourd'hui se manifeste avec une intensité moindre. En tout cas, c'est une volonté qui est manifestée. Et quand, au départ, je dis que nous avons un pays qui a beaucoup d'argent en face, on n'a jamais connu, dans les 20 dernières années, autant d'argent de disponible, non mobilisé. Oui. Et c'est ça tout le drame. Alors, oui, mais nous prenons le cas d'exemple simple des fonds européens. Oui. Il y a des fonds européens pour acheter un cornet de pistache. Il y a des fonds européens pour tout. Mais il faut avoir l'apport de départ. Or, l'apport de départ, la collectivité ne l'a pas. Alors, vous avez évoqué ce sujet dans votre dernière émission avec M. Paquit, que j'ai écouté avec attention. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, le problème de l'amorçage est un problème réel. Mais c'est vrai aussi pour les entreprises. Oui. Et beaucoup, vous avez un système, peut-être que je pourrais, avec audace, le qualifier un peu d'hypocrite. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous avez des moyens à votre disposition, mais les conditions pour accéder à ces moyens et les mobiliser sont telles que vous êtes impossible de mobiliser ces aides et ces moyens. Alors qu'ici, ça rejoint ma préoccupation en matière de financement, c'est qu'il n'y a pas d'outil de préfinancement. Vous n'avez pas d'outil pour préfinancer, par exemple, les fameux 20% que vous évoquez, qui vous permettraient de mobiliser l'aide totale. Ou alors, on vous dit de réaliser un projet, de le financer, vous serez remboursé après la réalisation. Mais si vous n'avez pas un outil de financement adapté pour vous permettre de réaliser l'investissement et solliciter après le remboursement des dépenses effectuées, vous restez au point de départ. Donc cette réalité-là, oui, c'est des propositions hypocrites, en fait. Et quand on regarde dans le constat, c'est selon Gosset derrière Ouattara et Caleçon, nous avons vu des études de lancer sous-évaluées, ce qui fait qu'il y a des entreprises, pour avoir 10 ou 10 balles, ont soumissionné sur une opération non économiquement viable, et finalement on voit que cette entreprise est arrivée au tribunal de commerce. Voilà. Donc en fait, oui, vous mettez l'accent là sur l'ensemble des dysfonctionnements qui affectent notre économie, le fonctionnement de la société globale. Malheureusement, nous sommes dans cet environnement et avec lequel, malheureusement aussi, on est obligé de composer. L'ensemble des facteurs dysfonctionnent. Donc ça veut dire que l'ensemble du système dysfonctionne et que chacun se débrouille pour essayer de faire en sorte que l'on fonctionne au mieux. C'est d'ailleurs dans cet esprit d'ailleurs que j'ai relevé les commentaires qui avaient été faits par le dernier rapport dont on parle, qui a été rédigé par Mme Paul-Angevin, et qui indique qu'effectivement, dans ce pays, tant sur le plan social, le plan économique, le plan des transports, le plan de la santé, qu'il y a des dysfonctionnements qui font que l'ensemble des composantes de la société dysfonctionnent. En fait, nous, qu'on beffrera des courses bicyclettes passées, on n'avance pas. On est exactement sur un vieux moteur diesel qui ça fait 20 ans qu'il n'a pas démarré. Enfin, on commence à réamorcer, on commence à dégazer pour faire tourner. Et le temps que ça fasse monter l'aiguille, non mais c'est clair. Ceux qui sont derrière, ils sympathisent. C'est très clair. C'est un peu, si vous voulez, ce que j'ai dit lors d'une audition à laquelle j'avais été convoqué au mois de juillet 2002. Je leur avais dit que chez nous, quand vous observez les phénomènes de court terme, on a l'impression que les choses marchent à peu près correctement. Si vous regardez les données économiques, sur le court terme, ça va. Sur le moyen terme, c'est déjà plus compliqué. Mais sur le long terme, ça dysfonctionne totalement. Et même, ça prive de toute perspective de développement. C'est ça la réalité. Depuis à peu près une trentaine ou quarantaine d'années,
on développe des politiques qui ont pour objectif de réduire le chômage, d'améliorer l'enseignement, etc. Mais on en est au même point aujourd'hui, nonobstant les volumes d'argent dont vous parlez qui sont déversés dans l'économie. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un certain nombre de problèmes qui vont pas, un certain nombre de situations structurelles qu'il faut faire évoluer. Comment, à ce stade-là, on n'a pas de réponse vraiment claire à cette question. On a un début de réponse. Le chef mécano du train, il sait ce qu'il faut remplacer. Quel équipage qu'il faut mettre. Ceux qui sont derrière, dans les wagons, ils n'ont pas le temps d'attendre. Derrière, entre le moment où l'État doit compenser autre chose, l'entreprise elle-même ne peut plus avancer. C'est vrai. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas mettre un bon coup de frein et dire, bon, à partir de dorénavant, sinon désormais, c'est comme ça qu'on fait pour faire décoller le pays? Moi, je crois que c'est très difficile. Je pense que même quand on fait des constats, d'ailleurs parce que tous les constats sur les situations unanimes sont unanimes. Il n'y a personne, aucun rapport. J'ai le rapport de Mme Loge sur le service public aux Antilles. Bon, elle fait le même constat que tout le monde. C'est que nous sommes sur beaucoup de points paralysés, en retard. Et donc, oui, quels moyens mettre en œuvre pour sortir de cette situation, pour sortir de l'impasse? Et ça, c'est là où c'est très compliqué. Il faudrait faire preuve d'audace. Et là, c'est pas évident de trouver la bonne solution. Je pense, moi, je suis préoccupé en qualité d'administrateur judiciaire et ancien banquier par les problèmes de financement. Et je vois que sur les problèmes de financement sur lesquels on bute, qu'on évoque depuis le début de notre entretien, ces problèmes-là, on n'a pas d'outils. Et non seulement on n'a pas d'outils, on ne sait pas mettre en place, ou on n'arrive pas à mettre en place les outils adaptés à nos besoins. Et ça, c'est une vraie problématique. Donc, si on constate pendant des années encore les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, je crois que le moment est venu peut-être d'essayer de définir, de construire les outils qu'il nous faudrait pour sortir de l'ornière. Je pense en particulier, puisque c'est mon sujet de préoccupation depuis plusieurs années, le problème des mécanismes par lesquels on peut aider les entreprises en créant un mécanisme de constitution de fonds propres. Il n'y a pas d'autre solution pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Il n'y a pas d'autre solution. Et pourtant, on n'est pas sur le chemin. Et il faudrait quoi pour asphalter cette route? Moi, je crois le constat que tout le monde le fait. Aujourd'hui, nos économies, nos entreprises sont mal financées. Elles sont financées par le bas. Elles dépendent, donc ça les place dans une situation de dépendance vis-à-vis des collectivités qui payent dans des délais où on ne paye pas. Et donc, moi, je crois qu'il faut constituer une bourse de valeur, c'est-à-dire un système qui permette aux épargnants, parce que les taux d'épargne qui sont consacrés chez nous pratiquement qu'à la consommation, il faut que cette épargne puisse s'investir dans le capital des entreprises. Permettre, par exemple, à un épargnant de souscrire des parts sociales dans le capital d'une SARL, puisque c'est les sociétés les plus répandues chez nous, donc il place son argent en défiscalisation dans le capital de l'entreprise. Ensuite, au bout d'un certain temps, s'il veut récupérer cet argent-là, il faut lui faciliter la possibilité de récupérer cet argent et en créer à ce moment-là ce que j'appelle, parce que je n'ai pas d'autre vocabulaire disponible, lui permettre de créer une bourse de valeur locale qui permettrait de racheter, en tout cas de rendre liquide l'investissement qui a été fait par ce particulier. Donc il trouvait intérêt à investir en capital dans ces entreprises parce qu'il bénéficierait d'une défiscalisation et il serait tranquille, sécurisé, parce qu'il peut retrouver de la liquidité au travers de cette bourse de valeur qui serait mise en place sur place. Je rappelle simplement, pour montrer que le mécanisme peut fonctionner, que la Soderac, je ne sais pas si tu te souviens de cette époque, la Soderac, à un moment donné, on lui avait donné comme objectif d'investir en quasi-fonds propres dans les entreprises, c'est-à-dire de faire du portage. Elle portait le temps que les investisseurs arrivent. Mais le problème pour la Soderac de l'époque, c'était de pouvoir céder les parts sociales qu'elle avait portées pendant un certain temps. Et là, elle ne pouvait pas parce qu'elle n'avait pas de contrepartie. Il n'existait pas ici ce qu'on appelle un marché secondaire. C'est ça qu'il faut créer, à peu près. Bon, cet effort-là, il faut le faire. Tout le monde est convaincu de la nécessité de faire quelque chose, mais l'idée que je propose est celle-là, il faut y travailler. Alors, je souligne aussi, pour que les choses soient tout à fait claires, qu'en Guadeloupe, on est plus en avance qu'ici sur le sujet, puisque les collectivités de Guadeloupe vont associer à des réflexions qui ont pour objet de construire justement ce système.
Donc il faut faire preuve d'ambition, faire preuve d'imagination et surtout faire preuve d'audace. C'est ça qui est... Pour avoir un courage politique. Certainement, oui. Parce qu'il faut faire preuve d'audace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un mécanisme qui paraît a priori dans un environnement comme l'environnement dans lequel nous vivons, a priori évident, mais c'est un mécanisme qui peut fonctionner si on veut le construire, si les techniciens se donnent la main pour le construire et le crédibiliser auprès des pouvoirs publics. C'est d'autant plus que des mécanismes comme celui-là existent dans la Caraïbe. Donc ça veut dire dans des environnements économiques plus petits que nous, que le nôtre. Il y a des textes français qui sont là, qui nous permettent de faire tout ça. Alors on peut adosser le processus. Comment l'appliquer ici? Alors il y a un certain nombre de textes qui existent déjà, qui permettent d'adosser le système. Mais l'avantage fiscal qu'il procure mériterait d'être amélioré. Moi j'ai parlé de défiscalisation, c'est-à-dire les phénomènes de défiscalisation qui avaient été mis en place, qui permettaient de système de la loi Madeleine et autres, qui permettrait de 80 ou 100% de son investissement. Il faut améliorer le processus de défiscalisation aujourd'hui. Je crois que aujourd'hui, ce qu'on a, c'est Madeleine et autres qui autorisent autour de 18%. C'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin. Mais surtout, ce qu'il faut mettre en place, c'est le mécanisme qui permet à l'investisseur de redevenir liquide. Parce que si vous souscrivez des parts de SARL, elles vont vous distribuer aucun dividende. Vous n'allez rien toucher. Donc votre bénéfice à vous, vous allez le trouver dans la défisque, mais surtout dans la capacité à récupérer votre investissement. C'est ça qui va créer l'attractivité suffisante pour que vous alliez vers ce type d'investissement. Autrement, vous allez mettre votre argent à la caisse d'épargne et vous allez le retirer au moment où vous voudrez acheter une voiture. Puisqu'aujourd'hui, construire est devenu un peu plus compliqué, un peu... voilà. Plus risqué. Plus risqué, et puis voilà. Il y a une loi de 1994 qui a été faite pour nous, Outre-mer et la Corse, qui permet à un citoyen français de verser à concurrence de 25% du capital d'une entreprise non cotée en bourse le volume de l'impôt, ce qui fait qu'il est exonéré d'impôt. Et jusqu'à maintenant, on constate que ce n'est pas facile à appliquer. Oui, oui. Mais moi, je veux dire, des dispositions comme celle-là, c'est là où vous parliez de courage politique tout à l'heure, je pense que nous devons nous saisir de ces opportunités et avec des techniciens locaux, s'efforcer d'adapter ces textes-là à nos réalités, les faire fonctionner, inventer quelque chose. Mais il faut qu'on soit appuyé par les élus, par les politiques, qui doivent considérer que ces questions-là sont des questions qui ont des bénéfices à moyen et long terme, alors que souvent on est davantage préoccupé par la nécessité d'obtenir des résultats à court terme, parce que ça paye mieux sur le plan électoral. Je prends l'exemple de la loi d'Ailly. Difficile de faire une collectivité appliquer la loi d'Ailly en Martinique. Oui. Très difficile. Donc, finalement, on se dit il y a des textes. Il y a même un texte dans le code des collectivités territoriales qui permet à une collectivité de servir de caution sur l'acquisition d'un véhicule, par exemple un taxi, ou de servir de caution sur un outil. Et quand on fait ce genre de demande, alors là... Oui, mais c'est ce que j'appelle tous les mécanismes financiers qui sont en cause. Tous. Je prends un exemple. Vous savez, les collectivités accordent des aides importantes aux entreprises locales. Qui arrive quand? Alors déjà, vous mettez l'accent sur une réalité, parce que nous-mêmes, ça nous est arrivé d'être confrontés à ça, dans le cadre de procédures que nous avons à diriger. Il est arrivé à des entreprises de solliciter des aides pour fonctionner ou pour les remboursements liés à des investissements qui ont été effectués. Et il se trouve que le processus de remboursement est tellement long que l'aide arrive après la liquidation de l'entreprise. On a un exemple patent là à ce moment devant le tribunal. On tire le nom de cette société qui attend une forte somme de la collectivité et qui a un délai pour mettre l'argent sur la table. Et l'argent n'arrive pas finalement. On va vers la liquidation. Mais voilà. Non, je ne dirais pas que le phénomène est courant, mais il existe. Il existe. Il existe. Il existe. Ce que nous ne comprenons pas. J'ai même connu une situation assez cocasse où j'avais une entreprise. J'ai connu une entreprise qui fonctionnait très bien. Elle fonctionnait très bien, il n'y a aucun problème, elle était rentable et autre. Elle avait de la trésorerie pour fonctionner.
Elle avait réalisé un marché pour une collectivité, elle n'était pas payée, pour 300 000 € à peu près. Dans le même temps, elle était poursuivie par la sécurité sociale. Elle était poursuivie par la sécurité sociale, et donc la créance de la sécurité sociale était inférieure à la somme que lui devait la collectivité en question. Et donc, j'ai pris l'initiative d'écrire à la Sécu, enfin d'alerter un peu tout le monde, en proposant une délégation de créance, afin de faire en sorte que la créance de la collectivité soit cédée directement à la sécurité sociale. Donc comme ça, on libérait le chef d'entreprise de l'obligation, de le sortir de la situation difficile dans laquelle il était, et difficile créée par le fait que la CGSS l'avait assigné en redressement judiciaire. La Sécu a refusé. Elle veut du cash. Elle veut du cash. J'ai pris l'initiative d'écrire au ministre des Dom-Tom de l'époque pour lui signaler une situation que je trouvais extraordinairement anormale. Lequel ministre est resté très silencieux. J'ai gardé le courrier que je lui ai envoyé parce que je souhaitais qu'il intervienne dans ce processus. Parce que ce n'était pas normal, ça ne l'est toujours pas en fait. Voilà les réalités auxquelles nous sommes confrontés, auxquelles il faut se battre sans cesse pour essayer de faire en sorte qu'un jour les choses redeviennent à une situation normale. Alors cela dit, il faut reconnaître que tout est dans tout. Vous parlez de dysfonctionnement. Tout est dans tout parce que les collectivités ne payent pas. Les entreprises ont des difficultés pour faire face à certaines de leurs échéances, notamment envers la CGSS. Mais dans le même temps... Et aussi les impôts. Aussi les impôts. Mais dans le même temps, la CGSS fait preuve de bienveillance, il faut bien le reconnaître. Puisque quelquefois, elle accepte des situations dans lesquelles on n'est pas régulier vis-à-vis d'elle. Mais pourtant, elle accorde des délais, elle accepte de gérer aussi la situation. Donc elle contribue comme elle le peut à gérer une situation qui manque de normalité. Mais ce n'est pas une affaire simple pour le chef d'entreprise qui se trouve face à ces réalités. Oui, tout à fait. Et il y a des textes, il y a une session de créance avec transport d'huissier devant une collectivité pour céder sa créance à l'État, soit à la TVA, soit... je mène un bras de fer fort avec la TVA sur ça, pendant 3 jours, et puis finalement, la responsable me sur un CFA. Et voilà, madame. Vous avez le document là, mais elle a tenu tête pour voir jusqu'où je pouvais aller pendant 3 jours. Mais oui. Et je disais, non, mon médecin m'a dit, si vous faites un chèque, vous avez des problèmes. On vous doit de l'argent, feuille au point là. Mais oui. C'est tout, c'était céder l'argent. Voilà. Donc on a une réalité qui est compliquée, et puis il est normal que nous ayons dans les entreprises, avec la collectivité, un certain nombre de tensions financières, c'est tout, ça fait partie du jeu. Mais moi, c'est là où je reviens à ma préoccupation, c'est le système de financement de l'économie qui pose problème. Parce que vous n'avez pas les relais qui pourraient contribuer de temps en temps à faire en sorte qu'on dessert la contrainte de trésorerie pour un tel ayant compris tel problème. Certains robinets sont sur un certain nombre de demandes complètement fermées ici. Vous ne pouvez pas obtenir de financement ici de la part de banques locales pour financer un certain nombre de projets, c'est impossible. Et ce genre de dysfonctionnement influe sur le salaire du salarié pour qui vous devez verser un salaire. Or, vous êtes en attente de rentrer d'argent qui n'arrive pas. Vous voyez le banquier qui ne suit pas, et finalement, lui, il n'est pas payé. Finalement, on fait quoi? Conflit, mise en redressement, action devant le tribunal, etc. Non, c'est le chat ou le chien qui se mord la queue. On tourne en rond. On tourne en rond. Et finalement, ça décourage plus d'un. Oui. Et puis, nous avons fait partie de la génération qui pensait que les évolutions et les messages que nous portions les uns et les autres auraient permis d'améliorer la situation. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, la situation, et là, on est sur du moyen-long terme, une appréciation des choses à moyen-long terme, la situation n'a pas beaucoup évolué. Elle s'est dégradée. Dans un environnement avec des perspectives qui se dégradent, la population vieillit, elle diminue. Et donc, disons que le pessimisme aurait tendance à gagner si nous si on ne sait pas faire preuve de volonté. Vous savez bien que le pessimisme est de caractère, qu'il n'y a que la volonté qui peut susciter l'optimisme. Donc, si on se laisse emporter par les éléments de conjoncture que nous voyons défavorables, finalement, on est fichu. Je vois les projets structurants. Prenons le cas de l'eau. J'ai reçu dernièrement, ils ne vont pas quitter ici.
Je l'ai vu. qui se trouve devant une grosse difficulté. Il ne peut pas investir. Ouais. Quand on fait un dossier, il se trouve devant une obésité de formalisme bien martiniquais. Quand la France a demandé 10, nous, on a demandé 50 derrière. Donc il ne peut pas investir. Ce qui fait que lui, n'ayant pas les sous qu'il faut, les entreprises ne peuvent pas démarrer. Et ça arrive jusqu'à chez la coiffeuse. Absolument. Puisque sous bataille, vous ne pouvez pas payer madame en coupe chivée. Absolument. Moi, j'ai dit dans une des réunions, vous avez dit quelquefois, on peut trouver un certain nombre de mes propositions utopistes, mais j'ai tendance à dire que l'utopie n'est qu'une des formes de représentation du réel. Et moi, je crois qu'il faut créer un outil de financement de notre économie locale dont vont profiter les institutions que vous évoquez. Et moi, je suis de ceux qui regrettent, je ne dis pas que c'était parfait, mais je regrette la disparition de la SODEMA. Je crois que les artisans se souviennent, en tout cas les anciens, du rôle qu'avait joué la SODEMA dans le développement économique. Il y avait M. Marbeuf à l'époque qui avait créé la SODEMA. L'artisan boucher, dont je ne me souviens plus du nom, qui est président de la Chambre des métiers de l'époque, je ne m'en souviens plus comment. Il avait sa boucherie à la rue de la République. Qui était président. Il y avait aussi à l'époque le président Petit. Oui. Donc c'était un outil qui servait à financer l'activité économique. Finalement, ça a disparu et ça n'a pas été remplacé, en tout cas mal remplacé. Ils ont voulu assurer le financement de cette branche de l'activité économique par les banques classiques et elles ne font pas le boulot. Elles non pas qu'elles ne veulent pas faire le boulot, mais je pense qu'elles... Elles sont méfiantes. Oui. Elles sont méfiantes. Elles sont moins bienveillantes, elles sont moins intégrées à un certain nombre de réalités. J'articule mon propos avec ce que j'ai vécu dans les coopératives. Dans les coopératives qui existaient à l'époque, qui étaient absorbées par le Crédit Mutuel, il y avait un mode de fonctionnement qui faisait qu'on faisait confiance à l'homme. On faisait confiance à l'homme et les ratios classiques de financement, 30-35%, etc., étaient appréciés bien sûr pour des ratios significatifs, mais ce n'étaient pas les seuls ratios qui servaient à prendre la décision de financement ou non. Il y avait le rapport humain. Il y avait le rapport humain. Quand on finançait un certain nombre de marchands qui finalement n'avaient pas de revenus réguliers, mais dont on appréciait la solvabilité au travers d'un certain nombre de critères qui étaient tout à fait spécifiques aux coopératives, ben, finalement, ça marchait. Il n'y a pas eu de catastrophe financière par cette démarche. Et je crois qu'il faut revenir un peu à ça, en tout cas à des critères qui tiennent compte des spécificités de nos environnements. C'est un peu la pratique de l'économie informelle qu'on trouve en Afrique. Voilà. Et qu'on peut transposer ici. Voilà. Ils sont condamnés à le faire. Ils s'en servent en Afrique pour financer le développement. C'est un outil, c'est une démarche, un concept qui a du sens. Et c'est un peu comme le sous-sous. Voilà. Et moi, j'appelle vraiment de mes voeux cette démarche, cette pratique, qu'on revienne à ces éléments basiques qui ont fait leur preuve. Non seulement il faut remettre en place ces outils-là, mais il faut aussi que ceux qui sont derrière ces outils soient respectueux de la Martinique. Alors, ça aussi, c'est une très grave difficulté, c'est un gros cancer dans notre économie. C'est vrai. Alors, bon, il y a une double réalité quand vous dites respectueux de la Martinique, c'est que derrière le fonctionnement de ces organismes-là, la SODEMA, les coopératives, il y avait des institutions de contrôle qui étaient aussi supervisées par ce que j'appelle des jeunes du cru. Monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde. C'était une démocratie participative, une démocratie sociale qui permettait de contrôler tout ça avec efficacité. Parce que comme c'était, si vous faites une bêtise, vous pénalisez tout le monde. Donc tout le monde était, monsieur, ça marchait très bien. Bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, les processus de contrôle que nous avons, qui fonctionnent avec des exigences démocratiques assez fortes tout de même, ont tendance de plus en plus à resituer nos modes de fonctionnement dans ce que j'appelle, dans ce qu'on pourrait qualifier de quelque chose qui pourrait ressembler à quelque chose de post-colonial, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup de systèmes, beaucoup d'organisations sont contrôlées de l'extérieur. Ce qui fait que
les choses sont différentes, les comportements de ceux qui décident eux-mêmes sont différents. Je ne sais pas si je suis clair dans mon propos. Si, ce sont des personnes qui ne connaissent pas la réalité locale. Voilà. Tout à fait. J'appelle, ce sont des Google. Ils fonctionnent en Google, qui ne connaissent pas. Et je me souviens, il y avait un directeur de banque, d'une grande banque, qui avait remplacé la BNCI, Bondan et Commencéisé. Je venais de cette banque. Il faisait remarquer, monsieur, le Martinique, il paye. Jusqu'au dernier centime, il paye. Ouais. Il avait baissé la tête en me disant, oui, monsieur. Oui. Il n'y a pas des Martiniques qui a failli payer. Il peut payer que 500, pas exiger 1000. Accepter 500. Oui. Bon, c'est un peu ce que j'ai vécu dans les coopératives, que j'ai installé à Martinique, plus à quelle année, mais c'est un peu le constat que j'avais fait. J'avais d'abord été surpris, quand je suis arrivé, de constater la manière dont ça fonctionnait. Et beaucoup de gens, notamment Padra, le père Padra, m'ont expliqué finalement que le processus de fonctionnement dans cet environnement était fondé sur un nombre d'exigences et de principes et qui donnait de bons résultats. Et c'est vrai que du point de vue statistique économique, ça répondait bien à la réalité. D'ailleurs, tout le monde en avait fait le constat de l'époque, mais il faut bien céder aux exigences de la modernité, mais des fois pas trop vite. Non, il ne faut pas trop suivre la modernité, parce qu'il y a plongé nous. Absolument. Qui a plongé nous. Et on a des réalités qui sont là. Ouais. Maintenant, comme dans toute société, comme dans toute baille, il y a des les compères lapins, il faut les écarter. Mais celui qui sérieusement se met à faire sa prestation, qui sérieusement fait ce qu'il faut pour rentrer son argent et faire avancer sa structure, il n'y a que la Martinique qui avance. Absolument. Il n'y a que la Martinique qui avance dans cette affaire. C'est vrai, non? Et je me souviens, à l'époque, il y avait un trésorier général à Martinique. Il faisait remarquer, mais monsieur, quand on reçoit un courrier de vous, on a juré que c'est le diable. Changez de langage dans votre courrier. Vous avez constaté, le courrier simple, il ne revient pas. Le courrier avec accusé de réception, culturellement, nous n'allons pas le chercher. C'est vrai. Il revient chez vous. Ouais. Changez le langage dans votre courrier et acceptez ce que le contribuable vous donne, n'exigez pas. On avait été entendu et suivi, puis il nous avait remercié, il avait constaté que, ça fonctionnait. C'est vrai. Non, c'est vrai qu'il faut des fois changer d'approche, changer de méthode. D'ailleurs, c'est un peu vrai aussi pour les entreprises dont on parlait tout à l'heure des difficultés. Moi, je me souviens, il y a de ça quelques années, beaucoup d'années quand même, un chef d'entreprise ne venait pas au tribunal pour demander au tribunal de lui ouvrir une procédure collective de redressement ou de conciliation. Ça, c'était la honte. C'était la honte absolue. Alors que c'est un bon endroit. Voilà. Alors que c'est un endroit où on n'allait pas. Et depuis quelque temps, à force de dialogue, de discussion, d'échanges, de changement de méthode, les chefs d'entreprise ont compris que finalement, dans certaines circonstances, le tribunal de commerce pouvait être pour eux un allié, pour les aider à faire patienter les créanciers, même forcer les créanciers à attendre, etc. C'était un outil dont ils pouvaient servir. Ils n'ont plus peur. Donc je pense que le changement de méthode, à la fois en termes de dialogue et d'approche, fournit effectivement des résultats satisfaisants. Nous avons eu à intervenir pour certaines personnes, mais comme on l'a dit au départ, menti pas docteur, maladie pas dire. Ouais. Dis-moi tout ça qu'il y a. Parce que la personne qui me donne une fausse information, je vais venir voir. Même c'est clair. Quand partir de la fausse information, résultat des courses, nous allons planter comme nous. Absolument. Or, s'il donne la bonne et vraie information, on ne peut que le sauver. Absolument, non, mais c'est clair. Bon, cela dit, c'est une tendance générale. C'est un peu comme ça que je dis aux chefs d'entreprise. Je le dis souvent à ceux qui ont des entreprises dans lesquelles transitent beaucoup d'espèces. Et je leur dis, si vous faites un chiffre d'affaires de 100, vous me déclarez 100, moi je pense que vous faites 120. Bon. Et à ce moment-là, on peut construire des projets sur cette réalité. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un problème de connaissance de l'environnement. Mais effectivement, si vous cachez la réalité à votre médecin, il va vous donner un médicament pour autre chose. C'est tout. Lequel ça va détruire vos reins, ça va détruire votre foie, mais ça ne va pas guérir votre maladie. Là, ils mettent le truc là maintenant, on ne va pas surpris. Absolument. Non, c'est clair. Non, le rapport confiance, le rapport homme, fait qu'on a pu avancer. Absolument. Et puis, je me souviens des échanges du transport de créances
à partir de la 1690 du Code civil, transport d'huissier. Oui, cession de créance, oui. Ça a été, je me souviens, un de vos concurrents, si on peut, non, c'est même pas un concurrent, c'est un de vos collègues. Un confrère, oui. Un confrère avec qui je discutais, j'ai dit, mais attends, la délégation de paiement, c'est à quoi? Il me dit, tu as mieux? Je dis, oui. Pourquoi tu fais la 1690 du Code civil? Alors, et depuis qu'il a appliqué ça, on constate que c'est une cession qu'on peut transporter, que personne ne peut démonter cette créance, ni le titre. La signification, oui. Alors, ça, c'est des mécanismes un peu lourds à mettre en place. Ils ont tendance, depuis quelque temps, à être un peu désuets. Depuis qu'on a plus tendance à recourir à ce que j'appelle la facturage. C'est-à-dire, c'est un processus qui vous permet, lorsque vous avez une créance, de la céder à un certain nombre d'organismes là. Donc, c'est pas tout à fait une cession de créance, c'est on cède la créance à quelqu'un. Donc, c'est plutôt cette tendance-là cette démarche-là qui a tendance aujourd'hui à être à la mode. Mais en même temps, malgré ces avantages... Dans le rapport de confiance. Je m'entends. Alors oui, je pense que le banquier à qui vous cédez votre créance... Banquier au fournisseur. Voilà. Et lui, il a confiance en vous. Vous fonctionnez... Bon. Mais ce système-là a un inconvénient. Beaucoup. Un gros inconvénient. À l'époque, quand une entreprise était en difficulté, elle ne pouvait pas payer ses créanciers ou elle avait des problèmes de trésorerie pour les payer. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle déposait le bilan. Ça lui interdisait de payer ses créanciers, donc l'argent qui rentrait, cette trésorerie dont elle se servait pour fonctionner. Donc, en clair, elle mobilisait ce qu'on appelle le compte client pour payer. Mais si vous avez fait beaucoup d'affacturage, c'est-à-dire que vous avez cédé votre compte client pour financer la trésorerie courante, donc au moment où vous déposez le bilan, vous n'avez plus la trésorerie à mobiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'on vous a vendu. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des techniques juridiques qui ont été inventées à l'époque pour apporter des réponses à des difficultés et qui aujourd'hui se retrouvent un peu inefficaces. Et ça, on a beaucoup ce problème chez nous. Et nous, on avait coincé cette affaire-là, passez-moi l'expression, avec le titre unique. Ouais. Parce qu'on avait une entreprise qui arrivait, qui faisait 10 sessions de créance avec 10 titres. Ouais. Avec le titre unique, il ne pouvait pas aller plus loin. Voilà. Ouais. Et c'est toujours pareil. C'est à chaque fois qu'on s'était buté le pied, s'était cassé l'orteil sur quelque chose, qu'on mettait en place le contrepoids. Absolument. Mais ça, là encore, c'est l'expérience qui joue. Absolument. Non, mais et puis aussi, je veux dire par là que ces outils-là, qui sont des outils qui sont mis en place de manière nationale, sur un certain nombre d'entre eux, on aurait pu chercher à avoir une capacité à les adapter à nos réalités. Oui, il faut toujours adapter localement. Voilà. Par exemple, je prends un exemple simple encore, vous parliez des difficultés des entreprises. Il y a des dispositions, par exemple, qui prévoient que pour avoir accès à un certain nombre de procédures d'aide, pour négocier, je pense à, par exemple, un truc qu'on appelle le mandat ad hoc, c'est-à-dire la possibilité d'obtenir qu'on puisse négocier ses créances avec un étalement de ses dettes. Ce texte-là vous dit que pour faire ça, il ne faut pas être en taxation de paiement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que votre capacité à payer soit affectée. Il faut que vous puissiez en tout état de cause payer. Mais généralement, chez nous, ça ne marche pas. Parce que 90% des entreprises, voire plus, sont déjà dans un état de cessation de paiement qui ne les autorise pas à recourir à cette procédure. Donc, peut-être que chez nous, nous ayons une capacité à apprécier l'état de cessation de paiement de manière différente. Ça aiderait beaucoup, parce qu'on pourrait peut-être, par exemple, considérer qu'une entreprise, avant de ouvrir un mandat ad hoc, ce n'est pas son problème d'état de cessation de paiement, c'est sa capacité à sortir de cet état de cessation de paiement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une différence énorme. Ça permettrait de négocier. Alors que si, d'entrée de jeu, elle n'arrive pas à entrer dans le processus de négociation, on la place dans des situations encore plus difficiles. Donc il faudrait qu'on ait un comité de sages qui nous permette de mettre tout ça bien au carré. Exactement. Pour accompagner le chef d'entreprise, pour que tout le monde soit tranquille. Voilà. Sur ces sujets-là, il faudrait qu'on soit capable de construire une doctrine qui puisse être acceptée, qui puisse être entendue. C'est ça la réalité. On n'a pas besoin que ce soit légiféré. C'est quelque chose qui est peut-être tout à fait local. Ça peut résulter d'une jurisprudence, d'une pratique, d'une manière de faire, d'une manière d'interpréter. Les choses, j'avoue que les confrères et moi-même,
quand nous sommes confrontés à une difficulté, nous poussons, nous essayons de convaincre le magistrat qui va nous délivrer une ordonnance d'aller dans ce sens-là. Hein. Je ne dis pas que tout le monde n'est pas, ils sont pas sourds à ce que on fasse un certain nombre de choses, mais c'est pas une réalité institutionnalisée. Oui. Il faut à chaque fois développer des trésors de pédagogie pour arriver à avancer dans cette direction. Et ça crée aussi un environnement difficile, voire incertain. Pas simple. Pas simple. Pas simple. Nous avons les juges commissaires Oui. que le grand public ne connaît pas. Ils ne sont pas souvent sollicités. Non, pourtant, ils mériteraient de l'aide davantage. Oui, ils ne sont pas souvent sollicités. Oui. Il y a toute une organisation dans le processus. Et cette méconnaissance fait que, finalement, on n'avance pas, on recule, on plonge. Il faudrait les mettre en avant plus, parce qu'ils ont à la fois les capacités pour expliquer les réalités. Ils sont souvent dans la même situation que les administrés, parce que c'est des professionnels. Oui. Mais tout ça s'inscrit dans la logique que je viens de vous indiquer tout à l'heure. C'est-à-dire, dès lors que vous êtes dans un environnement qui symbolise, entre guillemets, la justice, le contrôle judiciaire, etc., souvent, il y a une réticence à s'inscrire dans cette logique-là. Voilà. Et donc, je pense que, et c'est d'ailleurs un appel que j'avais lancé dans l'ouvrage dont j'ai été l'auteur, c'est pour expliquer qu'il faut démystifier tout ça. Il faut que les juges commissaires soient mis en avant, il faut qu'ils aient des rendez-vous avec les chefs d'entreprise pour leur expliquer ces règles-là qu'on essaie d'expliquer. Mais vous avez vu, c'est très compliqué de faire passer ces messages à la télé, à la radio, etc. C'est dans un dialogue en face à face qu'on arrive à simplifier les trucs. Et puis, c'est à partir des réalités que chacun vit qu'on est sensible à l'utilisation de telle ou telle procédure. Donc, je crois qu'il est bon que les juges commissaires soient mis en avant et rencontrent plus souvent le chef d'entreprise. Je pense que ce serait une excellente chose. D'ailleurs, je crois que la Chambre de commerce, de même que les organisations professionnelles, devraient leur donner davantage la parole. Oui, puisqu'en fait, on n'est pas devant des entreprises petits pois. Hein? Chaque personne est un cas. Chaque personne est un cas, chaque entreprise a des difficultés. Et puis chez nous, il y a un environnement sociologique particulier, qui est celui... de la honte, la peur. Il y a la honte, il y a la peur, mais il y a aussi le fait que 90% des entreprises chez nous sont des petites entreprises. Vous avez le chef d'entreprise qui a monté son entreprise pour vivre, pour se procurer un emploi. Et donc, il ne ressent la réelle difficulté du fonctionnement de son entreprise que lorsque l'entreprise ne peut plus le payer. Et donc, ça veut dire qu'il échappe au processus de prévention, il échappe à plein d'éléments. Ça me fait penser à un chef d'entreprise que j'ai rencontré une fois dans une procédure. Alors, je parle avec lui, j'échange avec lui depuis plusieurs semaines pour essayer de caractériser la difficulté à laquelle il a à faire face. Et je lui demande de me donner sa comptabilité. Ça fait des semaines que je lui demande sa comptabilité. Il ne sait pas me la donner, etc. Puis, chemin faisant avec le temps, une certaine forme de confiance s'installe. Puis il me dit un jour, maître Miroir, bon, allez, bah, côté bureau moyen, on fait blanc. En capant, qu'à mettre, les noms me touchent, font l'ensemble en fait. Et c'est ça ma comptable. Il prend, il met. Quand il touche le fond, il sait qu'il n'a plus. Bon. Et donc, ça traduit une réalité qu'il faut appréhender au travers de conversations, parce qu'il ne va pas vous faire une note pour vous expliquer ça. Il va pas. C'est là où meurtri, le terme maladie, oui. Voilà. Et oui, mais il ne peut pas dire cette vérité-là. Elle n'est pas audible. Non. Vous voyez, donc c'est ça, c'est toutes ces réalités. Donc je pense que le juge commissaire est particulièrement qualifié pour entendre ces messages, dialoguer et faire progresser la compréhension de toutes les procédures et toutes les subtilités que nous avons évoquées au cours de notre conversation. Il y a toute une formation à mettre en place, parce que pour être chef d'entreprise, il faut un minimum de 20 métiers. Exactement. 20 métiers. Une connaissance parfaite sur 20 métiers pour avancer. Absolument. Autrement, pas mettre en tête au chef d'entreprise. Oui, c'est clair. Non. Tirer en tête tout. Oui. Ou peut-être un bon technicien, ou un bon coup de légorine, mais pour un pied devant, pas ça. Oui, et puis il y a un dernier élément qu'il faut mettre en avant, c'est que il faut admettre aussi l'idée
qu'on sera celui qui dans le circuit de fonctionnement de l'entreprise, sera celui qui va être payé avec le plus d'incertitude. C'est pas le premier à toucher. Ses salariés vont toucher d'abord, et lui en dernier. Bon, si c'est un chef d'entreprise qui est complètement régulier, il faudra qu'il paye la sécu, il faut qu'il paye toutes ces choses-là d'abord, il prendra le reste. Et s'y était. Voilà. Très souvent, Donc, par rapport à la concurrence. Il faut avoir aussi cette perception-là et ce courage pour affronter ces difficultés. Parce que dans cette concurrence qu'on a ici, on est dans une jungle. On a ceux qui ne payent pas. Hein? Tout ce qui est au niveau légal. Oui. Donc il peut soumissionner, il peut vendre moins cher. Le client en face, bon marché coûte cher. Se retrouve face à des difficultés après, très souvent. Et celui qui fait tous les efforts pour faire avancer son entreprise, il est chaos technique. Oui. Non, mais c'est ce que j'ai appelé dans l'ouvrage dont je parlais tout à l'heure, une économie à double volet. Vous avez sur le même secteur, la même branche d'activité. Vous avez ceux qui fonctionnent normalement, payent la sécurité sociale, payent les impôts, payent tout. Mais sur la même branche d'activité, vous avez ceux qui font le même métier qui ne payent pas. Donc vous avez là ce qu'on appelle un phénomène de concurrence déloyale. Et donc, mais c'est un phénomène assez courant. Dans certains secteurs économiques chez nous, vous avez ça en permanence. Et ce sont des personnes très souvent qui soumissionnent, qui obtiennent des marchés. Qui savent se débrouiller pour obtenir dans cet environnement-là des marchés. On n'étant pas en règle. Alors, M. Miwat, vous êtes administrateur judiciaire. On a bossé et s'il fallait parler des entreprises, nous l'avons encore pour l'année prochaine. Absolument. L'expérience que nous avons, notre rétrovision nous autorise à plus ou moins cadrer. Vous ne pensez pas que là, au niveau de nos collectivités, il faut aussi une éducation économique, une vraie éducation économique? Je pense que nos élus sont avertis seulement les cas des élus. Hein? Oui, de l'existence de ces contraintes. Bon, ce que je crois, c'est que l'environnement dans lequel ils évoluent rend ces réalités-là moins quotidiennes. Je veux dire par là que 90% des transferts qui irriguent notre économie proviennent des pouvoirs publics, des fonctionnaires. Donc l'argent arrive par des canaux qui ne sont pas des canaux contrôlés par les élus. Eux, ils ont des subventions, enfin, ils ont des ressources, ils peuvent dépenser des choses, etc. Donc, bon. Ça veut dire, en clair, ce que je veux dire par là, c'est que les mécanismes qui sont le plus amenés à contrôler sont exclusivement les mécanismes de dépenses. Les mécanismes de recettes sont peu sous leur contrôle. Donc voilà, donc c'est sûr qu'il y a un certain nombre... et comme souvent beaucoup de ceux qui sont dans les organismes administratifs n'ont pas d'expérience de chef d'entreprise, ils sont confrontés à des réalités qu'ils ne maîtrisent pas de manière habituelle. Donc, quand vous parlez de formation, je pense qu'il est nécessaire que ces différentes catégories se rencontrent ou que les uns apprennent les métiers des autres pour qu'on soit tout à fait en phase. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, j'ai bien conscience de le faire de manière elliptique, mais je n'arrive pas à dire que de manière obligatoire, il faille mettre en place des formations pour les élus et le personnel des collectivités pour apprendre des choses qu'ils ne sauraient pas. Bon. Mais en tout cas, il y a des efforts à faire pour mieux se comprendre, mieux découvrir les réalités économiques des entreprises et des artisans chez nous. Mieux écouter pour comprendre. Mieux écouter pour comprendre. Parce que dans le passé, jusqu'à maintenant, je continue à le faire, j'ai eu à rencontrer des décideurs. Claude, je ne sais pas comment ça a fait tromper. Monsieur, sur un chantier, il y avait chaque réunion de chantier, l'entrepreneur qui devait faire une prestation n'avançait pas. Après la réunion, il dit, quel problème? Il me dit, le matériel, il est chez le fournisseur, je ne peux pas le sortir. Il m'a dit, où est sans l'auto là? On mène moi la CTL. C'était pas la CTL, c'était la région à l'époque. Mais ouais, Père Cabra, dit Père Cabra, tu prends le matériel, c'est ce que dit le code des marchés publics. Le gars qui était là, son cadre, qui dit non, gardez sa cadre là, qu'a dit. Finalement, il a accepté.
la CTM, la région est devenue propriétaire de stock, et c'est à chaque décompte qu'il fonctionnait, qu'il sortait. Sans ça, il ne faisait pas le chantier. Oui, oui. Non, mais vous avez totalement raison. J'ai pas répondu de manière très directe à la question. Moi-même, je suis largement d'accord avec vous. Et pour montrer un exemple de divergence sur les pratiques et les méthodes, moi, j'ai travaillé avec une collectivité qui avait à traiter des problèmes, qui est en contact avec le réel économique. Bon. Elle voulait recruter des gens capables de répondre, de traiter ces problèmes. En fait, elle ne le pouvait pas parce qu'elle était obligée de passer par une procédure d'appel d'offres. Bon, elle est passée par une procédure d'appel d'offres et je vous assure que celui qui a gagné ou ceux qui ont gagné le marché avaient une compétence 70% inférieure à celle des gens qui devaient finalement assurer le service. Très bon intellectuellement, diplôme efficace. Oui. Mais intellectuellement, sur le chantier, inefficace. Donc voilà, donc il y a des réalités, il faut bien tenir compte de ces réalités-là, je suis d'accord avec vous. Et c'est pourquoi les collectivités ont intérêt à recruter du personnel qui peut-être ni diplôme n'a pas en communion, mais qui sait absolument comment faire avancer un chantier, qui sait comment faire avancer. Voilà. Non, mais c'est clair, vous avez tout à fait raison. C'est une réalité à laquelle moi-même j'ai été confronté. Sur d'autres sujets, je veux dire, il y avait des choses à faire sur un plan technique, on ne savait pas le faire. On ne savait pas le faire, mais on ne pouvait pas recruter les gens, on passait par un appel d'offres. Les gens qui finalement avaient répondu correctement à l'appel d'offres n'étaient pas compétents. Sur le papier, ils étaient bons. Oui, oui. Mais sur le terrain... Ils ne pouvaient pas traiter le problème. Ils ne pouvaient pas traiter le problème. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que nous voyons régulièrement. Alors, chez nous, c'est particulièrement important. Je pense que de grands ensembles comme en métropole, il y a des choses qui se font. On trouve toujours le moyen mais ici, quand il y a des gens compétents, ils ne sont pas nombreux. Si on ne les prend pas, mais ils partiront ailleurs. Vous savez, moi, j'ai été aussi confronté à la réalité que vous décrivez. Je prends l'exemple de l'hôtellerie. Moi, à un moment donné, où de grands hôtels de chez nous étaient en difficulté, on a eu l'occasion d'appeler l'attention des pouvoirs publics, des collectivités sur les enjeux. Et je me souviens qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de réticence à prendre des initiatives qui auraient pu permettre... Sauver la mise. Oui. De limiter un impact négatif de la disparition de ces hôtels sur l'économie locale. Et tout ça parce qu'à un moment donné, faire ce qu'il fallait faire nécessitait la mise en œuvre de moyens techniques qui avaient déjà été déployés ailleurs en métropole. Je me souviens du Futuroscope notamment. Et ici, on était un peu frileux et on n'a pas fait. On n'avait pas la maîtrise. M. Miroir, si vous avez une conclusion à faire, ce serait laquelle? C'est qu'on fasse preuve d'audace. Fasse preuve d'audace pour inventer un certain nombre d'outils utiles à notre développement. Je pense en particulier à ce que j'ai appelé la bourse de valeur, la mise en place des outils de financement local. C'est absolument nécessaire. Et je pense que le moment est venu de faire preuve de cette audace. Et je crois, même si ça paraît être une utopie, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus urgent que quelque chose qui est devenu utile à réaliser. Aujourd'hui, je pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut pour parler de développement, mais si on ne met pas en place ces outils, on n'ira pas bien loin. Si vous parlez de l'égoïne, vous pouvez chercher absolument. Et si vous parlez de bon limbe pour filer l'égoïne, absolument. Planchant bagaille coupé non plus. Et ça, il faut déjà avoir fait le terrain pour savoir que ces outils-là, les deux sont indispensables. Indispensables. On ne peut pas parler de développement, si on n'a pas l'outil, ce n'est pas la peine. D'ailleurs, on le voit très bien. Chez nous, on a trois secteurs qui sont porteurs pour notre économie, la taille de notre pays. Je crois que c'est l'agriculture, c'est le tourisme. Et le troisième secteur, je pense que c'est les services. Si on n'arrive pas à financer ces trois secteurs-là, et la banane et la canne continueront à tirer notre économie. On sait bien que c'est pas des produits qui ont une perspective à moyen et long terme. C'est pas ça qui va sauver notre économie. Il faut regarder globalement la chose. En tout cas, merci de nous avoir accepté notre invitation, d'avoir développé tout ce qui a pu être développé.
nous espérons que nos éditeurs ont écouté et ont compris qu'il y a intérêt à faire ce qu'il faut pour sortir la Martinique de cette impasse. Si nous ne faisons pas ça, on se pose la question, nous allons servir à quoi? Et c'est Tiama la Ravina, qui s'en croit que qu'est-ce qu'on fait pour leur permettre de continuer? Absolument. En tout cas, merci encore et à très bientôt. À très bientôt.